Merlin, le roi démon le plus puissant, mais aussi le plus paresseux, est contraint de prendre sa retraite pour rembourser ses dettes colossales. Il se réfugie sur le continent des humains, fuyant ainsi ses responsabilités. Il cache ses véritables pouvoirs en se faisant passer pour un perdant ordinaire et se forge une réputation en tant que parasite le plus notoire de la ville. Merlin Lucifer, notre protagoniste, est en train de rédiger son rapport hebdomadaire lorsque, juste devant son palais, une armée humaine connue sous le nom de l'escouade de l'Église surgit sans prévenir, affrontant ses soldats démons. Lilith, la sœur cadette de Merlin, se rend sur place pour gérer la situation. Elle utilise sa magie de charme noir pour semer la confusion parmi les ennemis et les pousser à s'entretuer. Mais un soldat humain résiste totalement à sa magie. Une femme à la volonté inébranlable fonce droit sur Lilith et la submerge sans hésiter. Cette femme, c'est Alice, la 233e héroïne du Royaume de la Lumière. Sous le choc, Lilith comprend enfin que sa magie n'a eu aucun effet, car son adversaire est une femme. Elle tente alors une approche plus directe et, sur un ton moqueur, essaie de séduire Alice, lui murmurant qu'elle la veut dans sa collection de figurines. Mais avant qu'elle ne puisse aller plus loin, Alice dégaine son épée et engage un combat féroce. Lilith est la seule à porter un coup, ce qui la pousse à penser que cette héroïne n'a rien d'exceptionnel et qu'elle est plutôt moyenne. Cette remarque déclenche la fureur d'Alice, qui libère alors toute la puissance de son épée sacrée. Lilith, toujours désinvolte, attaque l'épée avec ses cheveux faits de tendons de dragon. Mais ceux-ci sont déchirés instantanément, révélant à quel point l'épée sainte est redoutable. Rapidement, Alice parvient à immobiliser Lilith, lui enchaînant les poignets et les chevilles grâce à ses pouvoirs magiques. Avec la défaite de Lilith, les soldats humains crient victoire à l'unisson, un vacarme qui parvient jusqu'aux oreilles de Merlin. À ce moment-là, il perd enfin patience, balayant ses papiers pour aller régler la situation lui-même. Pendant ce temps, forte de sa victoire, Alice reprend confiance et se sent prête à affronter le roi démon. Elle se tourne vers le chef de leur escouade, le grand sage, pour lui demander la permission de marcher vers le palais de Merlin. Mais le grand sage insiste. C'est lui et lui seul qui éliminera le roi démon, celui qui, au fil des années, a massacré d'innombrables soldats et héros humains et qui est la cause de l'échec répété de toutes leurs croisades. Il dévoile alors son arme ultime, une machine de siège en forme de baleine, une force inimaginable que l'Église prépare depuis un siècle. Le grand sage proclame fièrement que cette baleine est le sommet de la sagesse humaine et du progrès technologique, le chef-d'œuvre absolu de l'Église. Il la libère depuis les cieux, lui ordonnant de raser tout ce qui se trouve sur son passage. Alice tente de s'interposer, suggérant qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir recours à une telle extrémité, mais le grand sage est inflexible. Il est déterminé à exterminer tous les démons, convaincu que c'est là le destin glorieux des guerriers. Il active alors la baleine, dont la bouche gigantesque s'ouvre pour lancer un rayon de plasma sacré dévastateur, destiné à réduire les soldats démons en cendres d'un seul tir. À cet instant précis, Merlin Lucifer fait un pas en avant, se plaçant devant ses soldats et part l'attaque sans le moindre effort, sortant totalement indemne de l'assaut. Il repousse ses cheveux en arrière avec nonchalance, puis entre sur le champ de bataille en atterrissant directement sur la tête d'Alice. Un tel niveau d'irrespect frôle la légende. Lilith se précipite aussitôt dans les bras de son frère, se plaignant que ces ais humains cruels l'ont malmenée, tandis qu'Alice, toujours coincée sous ses jambes, lutte pour se dégager. Elle finit par s'extraire tant bien que mal et commence à se plaindre. Mais Merlin l'ignore complètement, préférant demander à Lilith qui est cette bavarde insupportable. Lilith lui répond en la traitant de pseudo-héroïne de bas étage, envoyée par le royaume pour les traquer. Merlin s'élance vers Alice pour observer de plus près son joli visage, lui adresse un sourire désinvolte, puis, d'un simple revers de doigt, l'envoie valser dans les airs. Il se moque ensuite, affirmant que le royaume de la lumière devient vraiment négligent dans le choix de ses héros, puisque lui n'a même plus besoin de dégainer son épée pour les vaincre. La seule chose qui impressionne réellement Merlin, c'est la baleine dans le ciel. Il se dit qu'elle pourrait peut-être atténuer la douleur de sa routine pendant au moins 2 jours. Pendant ce temps, le grand sage s'avance et déclare à Merlin qu'il est venu lui rendre l'humiliation de la dernière croisade. Mais Merlin n'a absolument aucun souvenir de cet événement, ni même de qui est ce vieil homme. Le grand sage tente de raviver sa mémoire,
affirmant être le seul humain à avoir survécu à leur dernier affrontement et considère cela comme un exploit majeur. Merlin finit par se rappeler et lui demande s'il est ce même lâche qui avait mouillé son pantalon en le suppliant de l'épargner, promettant qu'en retour, il enverrait plus de gens en sacrifice pour améliorer les performances du roi démon. À ces mots, les héros et les soldats présents restent figés, choqués d'apprendre que leur chef est tombé aussi bas, allant jusqu'à tenter de les vendre. Le grand sage nie aussitôt l'accusation, traitant Merlin de menteur, tout en bégayant et tentant désespérément de le faire taire. Dans un dernier acte de panique, il canalise toute la magie de ses soldats et la transfère à la baleine, multipliant sa puissance par 1000. Mais même ainsi, Merlin ne considère toujours pas cela comme une menace suffisante pour faire plier ne serait-ce qu'un seul cheveu de sa tête. Avant que la baleine ne puisse lancer son attaque, Merlin tire son épée noire, et d'un seul coup, il réduit l'énorme machine à néant, anéantissant complètement le plan du grand sage. Voyant sa défaite consommée, le vieil homme tombe à genoux une fois de plus, et, cette fois, s'accroche aux pieds de Merlin en le suppliant de l'épargner, rejetant toute la faute sur Alice, prétendant que l'attaque était son idée depuis le début. C'est alors qu'une cloche retentit depuis le château. Un rappel que la réunion hebdomadaire des 7 rois démons est sur le point de commencer. Et maintenant, Merlin doit rendre son rapport hebdomadaire. La réalisation le frappe de plein fouet. Pris de panique, il se tire les cheveux et court vers le château à toute vitesse. Il n'a pas encore écrit une seule ligne, laissant ses ennemis complètement sans voix face au fait que le plus terrifiant des rois démons est en réalité peur de la paperasse. Alice tente de l'arrêter en chemin, lui rappelant qu'ils sont toujours en pleine bataille. Merlin règle ça immédiatement d'un simple coup d'épée, anéantissant tous les humains sauf Alice, qui parvient de justesse à se protéger. De retour au château, Merlin rejoint la réunion des autres rois démons, qui savent déjà pertinemment qu'il n'a fait aucun progrès dans le développement du royaume des ténèbres. Aucun profit, aucune amélioration, et évidemment, toujours pas de rapport. Merlin essaie de se défendre, affirmant qu'il vient tout juste de vaincre une armée humaine entière, une baleine volante géante, et qu'il travaille vraiment. Mais personne ne s'en soucie. Ils veulent des chiffres, des résultats, car le palais a besoin d'argent pour fonctionner, pas de cadavres. On lui montre les contributions des autres rois démons, et il devient évident, douloureusement évident, qu'en comparaison, Merlin n'a absolument rien fait, sinon glandé. Il le qualifie de pire roi démon de l'histoire, décide de réduire son budget de la semaine suivante et le ridiculise au point qu'il finit par craquer. Merlin leur rappelle que c'est lui qui a tué des millions d'ennemis, défendu le premier palais à lui seul et protégé les 6 autres rois démons, plus faibles, pendant toutes ces années. Il estime que personne d'autre ne pourrait égaler cet exploit et leur ordonne de cesser de remettre en question ses compétences. Mais les autres ne sont toujours pas convaincus. Il souligne les dégâts massifs qu'il cause à chaque fois qu'il met un pied sur le champ de bataille. L'un des rois démons, celui de la luxure, sort une longue liste détaillant toutes les destructions causées par Merlin. Le palais détruit 168 fois, des infrastructures ravagées, des canalisations de champs de bataille brisées plus de 30 et 1000 fois, et révèle qu'à cause de tout cela, son salaire a été drastiquement réduit. Pire encore, il doit actuellement à la couronne la somme astronomique de 66 000 milliards de dollars. Et voilà pourquoi Merlin, malgré toute sa puissance, avait si peur un peu plus tôt. Il ne peut pas fuir, il ne peut pas démissionner. Il doit travailler pour rembourser sa dette. Après la catastrophe absolue qu'a été cette réunion, Merlin prend une décision. Il va fuir. Il prévoit de quitter le palais du roi démon pour de bon, afin d'échapper à sa dette, se glissant discrètement dehors, jusqu'à ce que Lilith surgisse soudainement derrière lui, le faisant sursauter à moitié mort de peur. Il partage avec elle son plan grandiose, partir pour que les autres se rendent enfin compte à quel point ils dépendaient de lui, et le supplie de revenir. Il se met même à glousser, s'imaginant son retour triomphal sous les acclamations. Lilith, elle, pense plutôt qu'il s'est fait virer. Mais Merlin insiste. Il a démissionné de son plein gré pour soigner son cœur maudit. Un cœur qui, selon lui, ne cesse de rétrécir. Même si la malédiction est réelle, il est clair qu'il utilise cela comme excuse. Apparemment, la seule chose qui soulage temporairement la douleur, c'est d'abattre des ennemis puissants.
Il prétend qu'il va maintenant voyager à travers le monde pour affronter les adversaires les plus redoutables et ainsi lever la malédiction une bonne fois pour toutes. Lilith gobe l'histoire, mais ne veut toujours pas qu'il parte. Elle sait que son frère ne survivra pas une journée dans le monde extérieur. Il est absolument inutile pour tout, ce qui ne concerne pas le combat. Alors qu'elle continue d'insister pour qu'il reste, Merlin finit par lui avouer qu'il doit ** 66,000 milliards de dollars * aux autres rois démons et qu'il sera littéralement condamné à travailler jusqu'à la mort s'il ne s'en va pas maintenant. À ces mots, Lilith change immédiatement d'avis. Elle l'encourage à partir, lui dit d'aller se trouver un nouveau boulot et de ne revenir qu'une fois la dette entièrement remboursée. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, Alice fait semblant d'être morte pour éviter de se faire remarquer par Lilith, qui se promène tranquillement dans les environs. Après tout, Alice est la seule survivante, les autres ayant été réduits en poussière. Il est donc évident que Lilith va finir par la remarquer. Et c'est ce qu'elle fait. Mais en la voyant immobile, Lilith suppose qu'Alice est morte. Elle soupire, trouvant dommage qu'un si joli visage disparaisse si vite. Elle pense même ramener son corps au palais pour l'ajouter à sa collection de figurines. Mais avec toute cette armure, ce serait trop encombrant. Elle se dit donc qu'elle va juste prendre sa tête. Mais au moment où elle tente de l'immobiliser, Alice sursaute et recule aussitôt. Lilith éclate de rire. Elle savait depuis le début qu'Alice faisait semblant. Cette fois, Lilith ne plaisante plus. Elle veut punir Alice pour l'avoir humiliée plus tôt devant son frère. Sachant qu'elle n'a aucune chance, Alice prend ses jambes à son cou. Lilith, qui adore les jeux de chat et de souris, invoque 2 loups pour traquer la jolie petite souris. Pendant ce temps, Merlin atteint la côte. Pour fuir le continent démoniaque, il doit traverser la mer des démons. Il croit avoir de la chance en apercevant au loin les bateaux abandonnés de l'armée du Grand Sage. Mais lorsqu'il atteint les quais, il découvre que les navires ont été réduits en miettes. Ce n'est que maintenant qu'il réalise que la même attaque qui a anéanti ses ennemis plus tôt a aussi détruit les bateaux. Malheureusement, les démons ne savent pas nager. Bien sûr, il pourrait marcher sous l'eau, mais ce n'est clairement pas une option pour lui. Il se retrouve donc complètement coincé, se demandant comment il va bien pouvoir quitter cet endroit. Il possède une petite barque, mais ramer à travers la mer est bien trop fatigant à son goût. C'est à ce moment-là qu'Alice débarque en courant, toujours poursuivie par les loups. Consciente que la mort est proche, elle se souvient enfin des paroles de son maître, qui lui avait toujours dit de ne pas devenir héroïne. Elle était encore trop faible et ne tiendrait jamais face à des ennemis non humains. À l'époque, Alice n'avait pas écouté. Elle voulait devenir célèbre. Et puis, vivre avec son maître dans les montagnes enneigées et désolées l'avait convaincue qu'elle ne rencontrerait jamais le prince de ses rêves là-bas. Ce n'est que maintenant qu'elle comprend que son maître avait raison. Ce monde est bien trop terrifiant. Elle prie les dieux de la laisser vivre, juste cette fois. Elle promet qu'elle ne ressortira plus jamais tant qu'elle n'aura pas perfectionné ses compétences. Par miracle, elle parvient à rassembler assez de force pour terrasser l'un des loups. Mais l'autre se transforme en sa véritable forme démoniaque et la domine complètement. Au bord de la mort, elle implore qu'on l'épargne, hurlant qu'elle veut tomber amoureuse et avoir des enfants avant de mourir. Et c'est à ce moment-là que son sauveur improbable, Merlin, descend du ciel. Et Merlin transforme le loup démoniaque en un petit chiot inoffensif, comme si de rien n'était. Il regarde Alice et a soudain une idée diabolique. Faire d'elle son esclave, histoire d'avoir un peu de main-d'œuvre gratuite. Il lui rappelle, en l'appelant héroïne à moitié cuite, que puisqu'il lui a sauvé la vie 2 fois, elle lui appartient désormais et doit rembourser sa dette, en devenant son esclave. Avant même qu'elle ne puisse protester, il la soulève et l'embarque dans sa barque, celle qu'il avait repérée plus tôt, avec l'intention très claire de l'utiliser comme moteur à rame pour traverser la mer des démons, vu qu'il est beaucoup trop paresseux pour ramer lui-même. Mais pourquoi est-ce que tout a tourné ainsi ? Alice était censée vaincre le roi démon, goûter à la gloire et épouser un prince charmant. Cette croisade devait la mener droit dans les bras d'un beau prince. Mais en réalité, la seule chose qu'elle tient entre ses mains, c'est une rame en bois. Pendant ce temps, Merlin, qui n'a rien d'autre à faire, prend la pose et fait jaillir une aura puissante, comme s'il tournait dans un shonen.
Il dit à Alice qu'elle devrait chérir sa position d'esclave, qu'il s'agit d'une véritable bénédiction. Mais Alice marmonne que cette soi-disant bénédiction vient sans salaire et sans la moindre pause. Quoi qu'il en soit, elle continue de ramer, alimentée par la rage, et lui promet qu'une fois de retour dans son royaume, elle le fera payer 1000 fois cette humiliation. Elle transforme sa colère en force brute et commence à ramer à toute allure. Mais même au milieu des vagues agitées, Merlin reste parfaitement stable, jusqu'à ce qu'elle remarque qu'il a simplement calé son pied contre le fond du bateau pour garder l'équilibre. Lol. Le jour se transforme en nuit. Alice est exténuée d'avoir ramé sans arrêt. De son côté, Merlin sort. Un réchaud venu de nulle part, et se prépare un bon repas fumant, digne d'un festin. En sentant l'odeur alléchante, il demande à Alice pourquoi elle a arrêté de ramer, et la traite de pire héroïne de l'histoire. Alice n'en croit plus ses yeux. Sa patience atteint ses limites. Elle jette la rame sur lui et déclare qu'elle démissionne. Pour la convaincre de reprendre, Merlin lui propose de partager son repas. D'abord, Alice refuse par fierté. Mais quand son estomac commence à grogner, elle craque et accepte. Et là, elle découvre un goût si incroyable qu'elle en pleure presque, appelle Merlin « maître » et se met à pleurer à chaudes larmes. Elle admet alors qu'elle n'a aucune colonne vertébrale. Mais soudain, l'odeur de la viande attire des requins démoniaques. Paniquée, Alice se réfugie dans les bras de Merlin. Avec un simple regard menaçant, Merlin fait fuir les requins. Instantanément. Alice, confuse, se demande pourquoi ces monstres ont fui aussi vite. Merlin, bien sûr, s'en vante immédiatement, affirmant que dans tout cet océan, la créature la plus redoutable, c'est lui. Et voilà pourquoi les requins ont pris la fuite. Mais Alice n'y croit pas trop. Elle a entendu dire qu'un monstre marin légendaire vit sous CSO et espère de tout cœur qu'ils ne tomberont pas sur lui. Pour éviter ces attaques, les humains avaient apparemment badigeonné leur navire avec du crottin de dragon sacré. En entendant cela, Merlin comprend enfin pourquoi l'armée d'Alice puait autant. Alice, vexée, se lance alors dans un long monologue pour lui expliquer que le caca de dragon sacré vaut plus que de l'or. Mais voilà. Le dragon sacré a mystérieusement disparu. Si ce qu'elle dit est vrai, cela signifie que vendre ce fumier pourrait permettre à Merlin de rembourser sa dette monumentale sans lever le petit doigt. Ni une ni deux, il sort un cristal de contrat, un artefact servant à lier les bêtes démoniaques, et révèle qu'il possède le dragon sacré, qu'il a baptisé Bucky. Il commence alors à rêver. Utiliser les crottes de Bucky pour effacer ses 66 000 milliards de dettes. Fini les efforts. Fini les rapports hebdomadaires. La belle vie. Mais, dans un revirement cruel du destin, sa main glisse et le cristal tombe, droit dans l'océan. Et puisque Merlin ne sait pas nager, il est obligé de renoncer à son plan et de continuer sa route vers le royaume de la lumière avec Alice. Un peu plus tard, il remarque un silence étrange. La mer est calme, trop calme, et il n'y a aucun poisson en vue. Merlin devine aussitôt. Un prédateur immense rôde dans les parages, et comme pour confirmer ses dires, le monstre marin émerge soudain des profondeurs. Mais au lieu d'attaquer, Merlin recule et annonce à Alice, sans honte aucune, qu'il ne peut pas nager. Alors c'est elle qui prend l'initiative. Elle fonce vers le monstre et le transperce de son épée. Ce coup d'épée ne cause aucun dégât au monstre marin. Au contraire, cela ne fait que l'énerver encore plus. Merlin tente alors de convaincre le monstre de donner un sens à son existence misérable en les aidant à traverser l'océan. Mais le monstre lui crache dessus en guise de réponse. Il essaye ensuite de les dévorer en aspirant toute l'eau aux alentours. Alors que le bateau menace d'éclater, Merlin finit par dégainer son épée et, d'un seul coup, il abat la créature. Merlin a beau être arrogant et sans honte, une chose est désormais claire pour Alice. Merlin est l'être le plus puissant qui existe. Le reste du voyage se passe sans encombre et peu après, ils atteignent le rivage. Merlin se plaint de la fatigue de ce périple, alors qu'il n'a strictement rien fait, laissant Alice tout gérer. Alice le traite d'hypocrite, mais Merlin affirme qu'il a tout de même contribué. En la dirigeant avec sagesse, sans quoi il ne serait jamais arrivé à destination. Bien sûr. Quoi qu'il en soit, Merlin estime désormais qu'Alice est bien trop inutile pour rester son esclave, alors il la licencie, lui disant de ne pas être triste. Ce n'était jamais censé durer.
Elle n'en revient pas de son culot légendaire. Elle lui hurle qu'elle ne veut plus jamais voir sa tête et lui tourne le dos. Mais Merlin l'arrête encore une fois, car il a encore besoin de son aide. Cette fois, il lui demande d'enlever son armure. Lorsqu'elle refuse, il la lui retire lui-même, non pas pour voir ses atouts sacrés, mais parce qu'il n'a pas d'argent. En effet, il compte vendre l'armure en mithril d'Alice, affirmant qu'il la mérite puisqu'il vient de lui sauver la vie en tuant le monstre marin. Puis, il s'enfuit, la laissant seule et sans rien au bord du rivage. Pendant ce temps, de retour au château, Lilith se prélasse, persuadée que son frère pathétique et inutile reviendra ramper à ses pieds après avoir découvert à quel point la vie hors du palais est difficile. Quant à Alice, dès son retour en ville, elle n'est pas accueillie en héroïne, mais traînée en justice, accusée d'être responsable de la mort de tous ses camarades. Un an plus tard, on voit Alice se battre contre des pirates, mais ces derniers pensent qu'elle est trop faible pour les vaincre. Elle libère la fille qu'ils avaient kidnappée et lui dit d'arrêter de s'inquiéter, car elle les retiendra jusqu'à l'arrivée des renforts. Elle lance un sort par ses yeux pour geler les pieds du capitaine, mais alors qu'elle essaie de l'achever, un autre pirate l'intercepte et la repousse. Elle leur crie qu'ils ne poseront pas un doigt sur la fille tant qu'elle sera en vie. Mais ils se contentent de rire d'elle. Ils lui expliquent qu'elle n'est qu'une héroïne de rang élite, alors qu'eux sont de rang sacré, donc elle ne peut rien leur faire. Ils se préparent à l'attaquer, mais Merlin atterrit soudainement sur eux. Il mentionne qu'ils ne pouvaient pas attendre la fin de leur spectacle, car sa malédiction se serait activée. Ils le prennent pour un faible, car ils ne sentent aucune magie émaner de lui, et décident donc de l'affronter. Il utilise son épée pour les vaincre, mais son attaque provoque une énorme explosion, qui détruit leurs navires ainsi que les navires de renfort envoyés pour sauver la fille du maire. Alice ne peut pas voir son visage, alors elle le considère comme son héros et commence à le louer, mais il s'en va avant qu'elle puisse découvrir son identité. Par la suite, une journaliste nommée Bella mentionne que la reine considère Merlin comme un criminel recherché. Elle révèle que personne ne connaît son vrai nom et qu'on lui a donné le titre de l'âme de nuit, mais Alice refuse d'accepter cela, car elle le considère comme le véritable héros. Elle est agacée que la télévision diffuse encore l'interview, mais elle est heureuse d'avoir pu récolter 10 000 pièces d'or, même si elle se rend compte qu'elle a encore beaucoup de chemin à faire avant de rembourser sa dette. Elle se rappelle comment Merlin a ruiné sa vie et frappe la table de frustration, mais renverse accidentellement de l'eau sur son contrat de mission suivant. Elle remarque que le criminel recherché ressemble à Merlin, mais elle pense qu'un roi démon ne pourrait pas être un pique-assiette. Elle se rend compte qu'elle est en retard pour sa carriole, mais elle commence à enlacer son poster de la lame de nuit, lui demandant de la bénir et de maudire le roi démon. Pendant ce temps, Merlin aperçoit son avis de recherche, mais il n'est pas content de n'avoir qu'une prime de 5 000 pièces d'or. Il réalise qu'il a été négligent, car il a gaspillé tout l'argent gagné en vendant l'armure. Mais il pense que tout le monde devrait être honoré qu'il dîne chez eux, au lieu de le traiter de pique-assiette. Il aperçoit enfin un village, mais 2 bandits essaient de le voler, disant qu'ils seront punis s'ils ne rapportent rien à leur maître. Il lui demande de leur remettre son épée, mais il les avertit qu'ils mourront au moment où il la dégainera. Les bandits rient de lui, et l'un d'eux utilise son couteau pour éplucher instantanément une pomme, demandant à Merlin s'il a peur. Mais Merlin utilise son épée pour le découper en morceaux, puis il prend la pomme, tandis que le 2e bandit s'enfuit. Il se transforme en gobelin, et Merlin comprend qu'ils ont utilisé de la magie de transformation pour ressembler à des bandits. Le gobelin raconte au roi qu'un humain a tué son compagnon, ce qui semble le réjouir. On apprend qu'ils se sont déguisés en bandits pour provoquer les humains et les pousser à rompre le traité de paix, et le roi ordonne à ses sujets d'attaquer un village humain. Merlin envoie une lettre à Lilith, lui disant qu'il mène une vie luxueuse et que tout le monde l'adore. Il ajoute qu'il ne retournera pas au palais du roi démon, à moins que les anciens ne s'excusent, mais elle sait qu'il bluffe. Il essaie de quitter un hôtel sans payer, et le propriétaire le reconnaît comme le pique-assiette notoire qui cause des problèmes dans le sud. Il demande à tout le monde de l'aider à attraper Merlin, mais ce dernier parvient à s'échapper. Il note qu'il ne voulait pas causer d'ennui, mais un garçon nommé Henry apparaît soudain devant lui. Il tient instinctivement son épée, et Henry se demande s'il joue un rôle, lui disant qu'il le récompensera s'il donne un bon spectacle. Mais Merlin ne peut pas dégainer son épée, car cela tuerait Henry et détruirait le village. Il essaie donc simplement de le tromper, mais Henry se fâche et le traite de bon à rien.
Alors Merlin, furieux, jette la glace de Henri, le faisant pleurer. Alice arrive aussi au village, et les aventuriers lui disent que c'est un honneur de voyager avec une héroïne, mais elle répond qu'elle n'a plus ce titre, ce qui les intrigue. Alors qu'elle s'apprête à expliquer, un homme se met à crier à propos d'un nouveau livre, qui raconte une romance secrète entre le roi démon et l'héroïne. Elle devient embarrassée, car elle pense qu'il s'agit de son aventure avec Merlin, et l'homme précise que des millions d'exemplaires ont été vendus, ce qui la plonge dans le désespoir. Les aventuriers discutent de la façon dont ils vont affronter les gobelins, mais les entendre parler de mariage l'effraie, car elle pense qu'ils vont mourir pendant la mission. La fille nommée Pris lui souhaite bonne chance pour sa mission, et elle remarque qu'ils n'ont aucun problème avec la romance interespèce entre Alice et le roi démon. Elle regarde l'avis de recherche et se demande pourquoi un pique-assiette a une aussi grosse prime sur la tête, mais elle pense que ce sera un travail facile. Merlin se rend dans une auberge voisine et savoure de délicieux plats, mais la propriétaire le surprend alors qu'il essaie de s'éclipser discrètement. Elle lui fait remarquer que les toilettes sont dans la direction opposée. Alors il lui répond qu'il cherche un travail, mais elle lui demande s'il a des compétences utiles pour l'auberge. Il lui montre ses talents de danseur et de chanteur, ce qui impressionne tout le monde, et elle décide de l'embaucher. Elle lui annonce que son salaire de base sera d'une pièce d'or, avec une commission de 15% sur les ventes de boissons. Il se demande comment elle peut offrir une telle rémunération, et elle lui explique qu'ils ont 2 équipes. Tout est normal pendant l'équipe de jour, mais le soir, ils accueillent beaucoup de clientes, donc il devra rendre l'ambiance vivante. Elle se présente sous le nom de Martha, et il invente le surnom de Daisy pour son service de nuit. Elle précise qu'elle déduira le coût de son repas de son premier salaire, puis elle le présente à son fils Henry, qui le traite de pique-assiette, mais elle le frappe pour son impolitesse. Elle demande à Henry de montrer la chambre d'hôte à Merlin, et en chemin, Merlin tente de le soudoyer pour qu'il ne parle pas de leur première rencontre à sa mère. Il lui propose de lui enseigner sa technique astérisque coup de lame astérisque, pour qu'il puisse affronter des adversaires de rang sacré, mais Henry ne lui fait pas confiance. Il fait remarquer que seul quelqu'un de talentueux, comme la lame de nuit, peut vaincre un adversaire de rang sacré. Alors Merlin lui dit qu'il est justement la lame de nuit. Mais Henry refuse de le croire. Pendant ce temps, les aventuriers ont du mal à vaincre les gobelins, car ils ne s'attendaient pas à affronter une armée entière. Ils comprennent qu'ils n'ont plus le choix et tentent de s'enfuir, mais ils sont capturés par le chancelier gobelin nommé Gia. Merlin commence à travailler à l'auberge, et il concentre toute son attention sur les clientes pour conquérir leur cœur, ce qui rend les clients masculins jaloux et mal à l'aise. Gia est ravie de sa performance, car il a augmenté leurs ventes, et elle est persuadée qu'il a dû exceller dans ses anciens emplois également. Elle pense que son surnom, Daisy, pourrait sembler étrange dans le journal, mais lui craint que cela ne mène à plus d'embarras. Alors il lui dit qu'ils n'ont pas besoin d'annonce. Henry les interrompt, disant que ce n'est qu'un parasite qui vit au crochet des femmes et lui ordonne de rester loin de sa mère. Alice ne trouve pas sa cible, mais elle entend soudain Henry frapper l'arbre et comprend qu'il est en colère contre un beau parasite, alors elle lui montre l'affiche. Il remarque que cela ne ressemble pas au parasite qu'il connaît, celui qui escroque les femmes dans leur taverne pour augmenter leurs revenus. Elle pense que ce n'est qu'un bourreau de travail, mais plusieurs hommes l'approchent soudainement et lui proposent une récompense si elle s'occupe de Merlin, car leurs femmes sont prisonnières de son charme. Alice se rend à l'auberge, où elle est surprise de voir un grand nombre de femmes, alors que ce n'est qu'une petite ville. Elle voit Merlin et réalise que c'est le parasite de son affiche, alors elle décide de l'attraper. Mais elle se rappelle que, selon les rapports, il s'enfuit toujours, alors elle essaie d'abord de s'en approcher discrètement. Elle entre accidentellement sur scène et lui pense qu'elle veut aussi participer à son spectacle. Mais il découvre bientôt leur véritable identité, alors elle essaie de le tuer, mais il esquive toutes ses attaques. Elle se met à pleurer, lui disant qu'elle mène une vie misérable depuis qu'il l'a quittée. Alors les dames pensent que c'est un horrible personnage pour l'avoir abandonnée. Ensuite, Alice demande à Merlin de lui rendre son trésor, mais il révèle qu'il l'a déjà vendu. Elle lui dit qu'il a ruiné sa vie et qu'elle l'arrêtera s'il ne lui rend pas l'armure, mais il lui rappelle qu'elle n'est pas de taille face à lui.
Elle comprend qu'elle doit vivre avec sa dette de 50 millions d'or, ce qui le surprend, car lui n'a qu'une dette de quelques milliers de pièces après avoir parasité pendant 1 an. Elle lui explique sa situation, lui disant qu'elle a dû rejoindre la guilde des aventuriers et combattre des adversaires des larmes sacrées pour rembourser sa dette. Mais cela l'excite, et il lui demande comment devenir aventurier. Alors elle lui dit qu'il aura besoin d'une recommandation. Il lui demande une recommandation parce qu'il a toujours voulu devenir aventurier, mais elle le refuse. Pendant ce temps, Henry se promène dans la ville, mais les gardes lui disent de rentrer chez lui car Martha sera contrariée. Il mentionne qu'il ne veut pas voir le parasite et l'aventurier qui était parti pour vaincre les gobelins réapparaît. Il demande aux gardes d'ouvrir les portes, mais ils lui répondent qu'ils n'ont pas le droit de les ouvrir la nuit. Il leur dit que ses amis sont morts et qu'il est grièvement blessé. Alors ils ouvrent la porte. Mais c'était un piège et les gobelins envahissent le village. Il demande à Gia de libérer sa fiancée, comme convenu, mais elle lui explique qu'il n'a aucun droit de négociation avec elle car il n'est qu'un esclave. Alice se demande pourquoi le roi démon veut devenir aventurier et elle est frustrée de ne plus pouvoir obtenir sa récompense puisque personne ne peut l'attraper. Les gobelins attaquent l'auberge, mais Merlin se rend compte qu'ils ne sont pas des clients, alors il les met dehors, ce qui impressionne les dames. Martha s'inquiète pour son fils, alors elle se précipite pour le chercher et laisse la taverne sous la garde de Merlin. Comme d'autres gobelins apparaissent, il s'en occupe rapidement et continue de travailler comme si de rien n'était. Il réalise qu'il ne sera pas payé s'il arrive quelque chose à Martha, alors il part à sa recherche pendant qu'elle demande à tout le monde s'ils ont vu Henry. Un homme lui dit qu'il l'a vu près de la porte et l'avertit qu'il y a des gobelins partout, mais elle part quand même le chercher. Elle crie son nom, ce qui attire l'attention des monstres, et il l'emmène. Henry comprend qu'elle est en danger, alors il essaie de l'aider, mais il est tellement effrayé qu'il ne peut pas bouger. Pendant ce temps, Merlin se promène dans le village et trouve que c'est aussi chaotique que le royaume obscur. Il tombe sur des gobelins et veut éviter le combat puisqu'ils sont trop faibles pour l'aider à lever sa malédiction. Mais ils l'attaquent quand même. Alors il les découpe en morceaux. Alice le voit et pense qu'il collabore avec les gobelins, mais il lui explique qu'il ne s'allierait jamais à des créatures aussi bas de gamme. Elle remarque que s'il n'est pas avec eux, il devrait l'aider à les vaincre, mais il lui explique qu'il s'en fiche, car il n'est pas un habitant du village. Elle lui rappelle qu'il veut rejoindre la guilde et lui dit que les aventuriers doivent protéger le village, mais il refuse de le faire à moins qu'elle ne le paie. Elle lui dit qu'elle n'a pas d'argent, alors il lui demande de s'écarter, car il doit retrouver Martha. Alice pense qu'elle peut sauver le village seule, et elle utilise sa magie de glace pour geler les gobelins. Gia l'observe et pense qu'Alice ne pourra pas l'arrêter pendant qu'elle lance une attaque surprise. Mais Alice la surprend avec un puissant coup de pied. Elle ordonne à Gia de quitter le village, mais celle-ci lui répond que, malgré son rang d'élite, Alice ne pourra pas les vaincre tous. Gia ordonne aux gobelins de la capturer, mais un garçon s'effondre soudain devant elle et lui parle de Merlin. Elle utilise sa magie pour voir comment les gobelins ont été tués et réalise que son armée ne fait pas le poids face à Merlin, alors elle ordonne la retraite. Les villageois cherchent leurs proches, tandis qu'un homme nommé Johnson tente de faire la publicité de ses services en tant que garde du corps. Ils lui demandent tous de sauver leurs proches, mais lui pensent qu'ils sont déjà morts. Alors il leur dit de se concentrer sur l'avenir à la place. Alice arrive avec l'aventurier qui avait demandé aux gardes d'ouvrir les portes, et il leur dit que les gobelins ont emmené leurs proches dans leur caverne. L'un des soldats le reconnaît et le traite de traître, mais Alice le défend, affirmant que sa fiancée et ses camarades ont été capturés, donc il a été forcé de collaborer avec les gobelins. Johnson lui demande qui elle est, alors elle se présente comme la 233e héroïne, et tout le monde commence à parler d'elle. Johnson essaie de les monter contre elle, alors elle lui donne un coup de pied et décide d'attaquer la caverne seule. Henry décide de l'accompagner, pensant que les villageois sont tous des lâches, mais il trébuche accidentellement sur un gobelin et prend peur en voyant les corps. Il part chercher l'épée de son père pour pouvoir l'utiliser afin de sauver sa mère. Les gobelins inconscients se réveillent soudainement et il essaie de les attaquer, mais ils le battent facilement. Il s'apprête à l'achever, mais Merlin arrive pour le sauver
et leur dit qu'ils commencent à l'énerver, car c'est à cause d'eux qu'il doit faire des heures supplémentaires. Henri essaie de repartir avec l'épée et Merlin lui dit de rester chez lui, mais il lui répond qu'il doit sauver sa mère. Merlin pense qu'il ne fait que semer des ennuis, mais il se souvient du jour où il a dû se battre pour sauver sa sœur et décide d'aider Henri. Il note que ce sera la première fois qu'il brandira son épée pour un humain, mais il ne sait pas où se trouve la caverne des gobelins. Il entend un groupe d'humains en train de planifier le sauvetage de leurs proches dans le repère des gobelins, alors il décide de les rejoindre. Il se propose comme leur chef, en leur disant qu'il est un puissant guerrier, mais il pense qu'il n'est pas apte à les diriger. Henri essaie de leur dire qu'il est un combattant compétent, mais il ne veut pas se justifier. Alors il décide de nommer Johnson comme leur chef à la place. Ils sont ravis qu'il prenne la tête du sauvetage, car ils pensent que c'est un guerrier fiable, mais lui est bien trop effrayé pour affronter les gobelins. Alice se faufile dans la grotte en détournant l'attention des gobelins, pendant que Gia va informer le roi gobelin de leur attaque. Il la félicite d'avoir capturé des humains, mais elle lui raconte qu'elle a croisé 2 combattants puissants dans le village. Elle affirme qu'elle aurait pu les vaincre, mais qu'elle les a attirés jusqu'à la grotte pour qu'ils puissent avoir le plaisir de les voir souffrir. Les humains arrivent enfin devant l'entrée de la grotte. Johnson se met à trembler de peur, tandis qu'Henry fonce tête baissée vers les gobelins, mais Merlin l'arrête, ayant compris qu'il s'agit d'un piège. Gia active sa barrière de feu et leur ordonne de se rendre s'ils tiennent à la vie. Merlin traverse calmement les flammes, ce qui inquiète Henri, mais ce dernier remarque que la chaleur n'est rien comparée au magma qui coule sous sa maison. Gia affirme que même les guerriers des larmes sacrées ne peuvent pas franchir sa barrière, donc les humains n'ont aucune chance. Mais Merlin apparaît soudain derrière elle et lui dit qu'il est simplement passé au travers. Intriguée, elle se demande qui il estimate incapable de révéler sa véritable identité. Merlin répond qu'il s'appelle Daisy et parvient à charmer tous les gobelins. Il lui prend doucement la main et lui demande simplement de leur remettre Martha. Mais elle refuse et tente de le brûler avec sa magie. Il stoppe aisément ses flammes, ce qui lui fait comprendre qu'il cachait sa véritable puissance. Elle utilise alors sa technique ultime, l'entourant d'un mur de flammes, mais Merlin éternue et envoie valser tous les gobelins dans les airs. Gia se demande s'il est un monstre, mais Merlin se contente de lui donner une pichenette qui la projette violemment contre la montagne. Les flammes s'éteignent et Johnson n'en revient pas. Merlin vient de vaincre Gia, une mage d'élite des larmes sacrées. En entrant dans la grotte, il remarque que sa silhouette ressemble étrangement à celle du légendaire Lame Nocturne. Pendant ce temps, Alice libère les prisonniers, mais elle est repérée par des gobelins. Elle ordonne aux prêtres de guider tout le monde hors de la grotte pendant qu'elle s'en charge. Elle les bat rapidement, mais par erreur, elle entre dans la salle du roi, où il l'attend. Il lui révèle que Gia s'est chargée de l'un des intrus et qu'elle lui a envoyé l'autre, car cela fait des années qu'il n'a pas affronté d'adversaire digne de ce nom. Alice comprend qu'il est un combattant des larmes sacrées. Elle le croit spécialisé en force brute, mais il la surprend par sa vitesse et détruit son bouclier de glace. De son côté, Merlin tente de retrouver Martha, mais il se perd dans le labyrinthe de la grotte, avec ses multiples passages. Le roi gobelin tente de saisir Alice, mais elle bondit en arrière et lui tranche le bras. Il en reste impressionné, sachant que son précédent coup avait déjà brisé ses os. Le roi gobelin pense qu'Alice n'est qu'une simple fourmi comparée à lui, mais elle lui répond que son maître lui a toujours appris qu'il ne faut jamais sous-estimer son adversaire, car cela peut être fatal. Il parvient à la capturer, mais elle brise ses chaînes à l'aide d'une immense épée de glace. Elle enchaîne aussitôt une série d'attaques combinées et pense avoir remporté le combat. Mais le roi gobelin se relève, révélant qu'il faisait semblant d'être mort. Il aime voir ses ennemis sombrer dans le désespoir. Il soigne rapidement ses blessures, transforme son corps, puis l'envoie valser d'un coup de poing monstrueux. Pendant ce temps, les prêtres et les autres prisonniers tentent de fuir la grotte, mais ils tombent nez à nez avec une silhouette. Craignant un piège des gobelins, ils se préparent au pire, avant de réaliser qu'il s'agit de Merlin. Souriant à la vue de Martha, il lui demande un bonus pour 16 heures supplémentaires. Elle le saisit par le bras et commence à courir, car le temps leur est compté. Mais Merlin s'arrête brusquement et élimine en un éclair les gobelins lancés à leur poursuite. Martha le supplie de sauver Alice, qui les a aidés à s'échapper. Hésitant, Merlin se demande s'il doit vraiment le faire ou la laisser se débrouiller. Martha lui promet de tripler sa prime s'il la sauve. Sans hésiter davantage, il accepte.
Le prêtre le met en garde, lui conseillant d'éviter la salle remplie de pièces d'or, car c'est là que se trouve le roi gobelin, un adversaire béni des larmes sacrées. Mais Merlin fonce tête baissée, convaincu qu'il deviendra riche après avoir vaincu un ennemi aussi puissant. Les autres pensent toutefois qu'il s'inquiète pour Alice, malgré son air détaché. Sur le chemin, il assomme plusieurs gobelins sans ralentir, puis défonce l'entrée de la salle du trône. Ignorant complètement le roi, il se met à observer avidement les montagnes d'or qui tapissent la pièce. D'un coup net, il tranche le bras du roi gobelin et récupère Alice dans ses bras. Il se demande même si Martha va réduire sa prime maintenant qu'Alice est blessée. Alice lui demande ce qu'il est advenu des autres. Il la rassure en lui disant qu'ils sont en sécurité et qu'il la fera sortir d'ici une fois qu'il aura réglé son compte au roi. Le roi feint d'être blessé, mais régénère aussitôt son bras. Merlin ne réagit même pas, ce qui déstabilise son adversaire. Merlin, imperturbable, remarque qu'il connaît une personne aussi farceuse, mais bien plus jolie que lui. Le roi gobelin comprend alors qu'il a affaire à un adversaire redoutable. Il décide de se battre sérieusement et lance une pluie d'attaques depuis toutes les directions. Mais Merlin les bloque toutes, sans le moindre effort. Le roi gobelin demande à Merlin son nom, mais ce dernier estime qu'il ne le mérite pas. Il se contente donc de lui répondre qu'il s'appelle Astérisque, Daisy, Astérisque. Le roi se prépare alors à utiliser sa technique ultime. Merlin, enthousiaste, l'invite à donner tout ce qu'il a. Le roi tente une dernière tentative de le convaincre. Il lui propose de devenir son chancelier s'il lui prête allégeance. Mais Merlin éclate de rire devant tant d'audace et lui dit qu'il ferait mieux de se battre à fond. Le roi gobelin utilise alors son attaque suprême, Astérisque, le marteau ultime du clan gobelin Astérisque. Pourtant, Merlin bloque facilement le coup, provoquant la stupeur d'Alice qui l'observe de dos. C'est alors qu'elle comprend. Il est Astérisque, la lame noire Astérisque, ce guerrier légendaire. Merlin dégaine son épée et le roi gobelin la reconnaît aussitôt. Astérisque Vortex Astérisque, l'arme mythique que seul le roi démon de l'orgueil peut manier. En un seul coup, Merlin terrasse le roi. Mais il oublie de contenir sa puissance et toute la grotte commence à s'effondrer. Face à l'urgence, il hésite. Sauver Alice ou prendre le trésor? Sa conscience lui rappelle qu'Alice peut le recommander auprès de la guilde. À contre-cœur, il choisit donc de la sauver. Il crée une ouverture pour fuir et tous réussissent à sortir vivants de la grotte. Henri le considère comme un héros et le remercie d'avoir sauvé tout le monde, même s'il se met à pleurer en pensant au trésor perdu. Martha, elle, pense qu'il est simplement inquiet pour Alice. Voyant que celle-ci est gravement blessée, Merlin se dit qu'il a besoin de sa recommandation, donc il décide de la soigner. Il lui retire ses vêtements pour mieux appliquer son traitement, mais c'est à ce moment précis que Martha entre dans la pièce. En les voyant ainsi, elle pense qu'ils vont passer à l'acte et ressort aussitôt en vitesse avec Henri, en leur lançant qu'ils peuvent continuer. Merlin utilise sa salive, qui a des effets curatifs sur le sexe opposé, pour soigner Alice. Tandis qu'elle récupère lentement, elle commence à rêver, et Merlin comprend que c'est une conséquence secondaire de sa salive, ce qui signifie qu'il ne passera sûrement pas une nuit paisible. Le lendemain matin, Alice se réveille enfin, et tout le monde se précipite pour prendre de ses nouvelles. Elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé après sa défaite contre le roi gobelin. Le prêtre lui explique alors que c'est Merlin qui l'a sauvée. Elle pense qu'ils devraient se réconcilier, puisqu'ils sont de vieux amis. Mais Alice rétorque qu'ils sont rivaux. Les rescapés remercient Alice pour son courage et son aide, mais elle répond simplement que ce n'était que son devoir. De son côté, Bella interviewe Johnson, qui se vante d'avoir dirigé les villageois lors de la bataille contre les gobelins. Mais il perd ses moyens dès qu'il aperçoit Merlin. Alice interroge Merlin au sujet de l'invasion gobeline, mais celui-ci pense qu'il ne s'agissait que de quelques gobelins isolés. Intriguée, elle se demande alors si tout cela n'était qu'un simple conflit mineur exagéré par les villageois. Martha arrive et informe Merlin qu'Alice est à sa recherche. Il s'imagine aussitôt qu'elle veut le remercier. Mais lorsqu'il entre dans sa chambre, elle l'attaque sans prévenir. Convaincue qu'il a profité d'elle pendant qu'elle était inconsciente, elle l'accuse. Après tout, il lui a retiré ses vêtements, et le prêtre d'à côté a entendu des bruits étranges toute la nuit. Merlin, paniqué, s'explique « c'est à cause de sa salive ». Elle a des effets curatifs sur les femmes, et elle a guéri ses blessures tout en lui provoquant des rêves. Alice finit par comprendre la situation.
Elle le remercie enfin de lui avoir sauvé la vie. Mais Merlin, lui, se plaint d'avoir perdu tout le trésor à cause d'elle. Alice lui rappelle alors que ce trésor était volé. Il lui demande ensuite son aide pour devenir aventurier. Elle accepte de le recommander, mais précise que cela les rendra quittes. Le lendemain, Martha et les autres leur offrent des cadeaux d'adieu. Henry, admiratif, annonce qu'il souhaite devenir l'élève de Merlin un jour. Martha, espiègle, les taquine sur un futur mariage, mais Alice s'empresse de nier. Ils ne sont pas en couple. Pendant ce temps, les gobelins, désormais sans roi, paniquent. Ils décident de migrer vers le sud, espérant ne jamais recroiser Daisy. Mais une femme mystérieuse apparaît soudainement. Elle révèle qu'elle possède la 3e clé de la Légion des Enfers et qu'elle doit tous les éliminer pour que personne ne découvre son existence. De leur côté, Merlin et Alice atteignent enfin la guilde. Merlin trouve que le bâtiment est petit, mais il déborde d'enthousiasme à l'idée de devenir aventurier. Devant le panneau des quêtes, il s'étonne. La plupart sont des tâches banales. Il demande à Alice si elle est réellement aventurière ou juste une employée à mi-temps. La réceptionniste, Lou, les remarque et pense qu'Alice vient pour une nouvelle mission. Alice, ne pouvant révéler la véritable identité de Merlin, annonce qu'il s'appelle Daisy Astérisque. Lou, intriguée, demande si c'est son petit ami. Alice esquive rapidement la question et lui montre une affiche de recherche. Elle est là pour réclamer la prime de capture. Sous le choc, Merlin l'écoute annoncer qu'un criminel ne peut pas devenir aventurier, à moins de rembourser sa dette. Lou confirme que la démarche est valide, mais précise qu'Alice ne recevra que 10% de la récompense totale. Alice interroge Merlin au sujet de l'invasion gobeline, mais celui-ci pense qu'il ne s'agissait que de quelques gobelins isolés. Intriguée, elle se demande alors si tout cela n'était qu'un simple conflit mineur exagéré par les villageois. Martha arrive et informe Merlin qu'Alice est à sa recherche. Il s'imagine aussitôt qu'elle veut le remercier. Mais lorsqu'il entre dans sa chambre, elle l'attaque sans prévenir. Convaincue qu'il a profité d'elle pendant qu'elle était inconsciente, elle l'accuse. Après tout, il lui a retiré ses vêtements, et le prêtre d'à côté a entendu des bruits étranges toute la nuit. Merlin, paniqué, s'explique « c'est à cause de sa salive ». Elle a des effets curatifs sur les femmes et elle a guéri ses blessures tout en lui provoquant des rêves. Alice finit par comprendre la situation. Elle le remercie enfin de lui avoir sauvé la vie. Mais Merlin, lui, se plaint d'avoir perdu tout le trésor à cause d'elle. Alice lui rappelle alors que ce trésor était volé. Il lui demande ensuite son aide pour devenir aventurier. Elle accepte de le recommander, mais précise que cela les rendra quittes. Le lendemain, Martha et les autres leur offrent des cadeaux d'adieu. Henry, admiratif, annonce qu'il souhaite devenir l'élève de Merlin un jour. Martha, espiègle, les taquine sur un futur mariage, mais Alice s'empresse de nier. Ils ne sont pas en couple. Pendant ce temps, les gobelins, désormais sans roi, paniquent. Ils décident de migrer vers le sud, espérant ne jamais recroiser Daisy. Mais une femme mystérieuse apparaît soudainement. Elle révèle qu'elle possède la 3e clé de la Légion des Enfers et qu'elle doit tous les éliminer pour que personne ne découvre son existence. De leur côté, Merlin et Alice atteignent enfin la guilde. Merlin trouve que le bâtiment est petit, mais il déborde d'enthousiasme à l'idée de devenir aventurier. Devant le panneau des quêtes, il s'étonne. La plupart sont des tâches banales. Il demande à Alice si elle est réellement aventurière ou juste une employée à mi-temps. La réceptionniste, Lou, les remarque et pense qu'Alice vient pour une nouvelle mission. Alice, ne pouvant révéler la véritable identité de Merlin, annonce qu'il s'appelle Daisy Astérisque. Lou, intriguée, demande si c'est son petit ami. Alice esquive rapidement la question et lui montre une affiche de recherche. Elle est là pour réclamer la prime de capture. Sous le choc, Merlin l'écoute annoncer qu'un criminel ne peut pas devenir aventurier, à moins de rembourser sa dette. Lou confirme que la démarche est valide, mais précise qu'Alice ne recevra que 10% de la récompense totale. Merlin lui demande s'il veut abandonner, pensant que cela l'aiderait à préserver sa réputation, mais le maître de guilde le trouve arrogant et lui répond qu'il a déjà vaincu d'innombrables personnes venues le défier. Il explique que Merlin n'a pas besoin de le battre. S'il montre du potentiel, il l'autorisera à devenir aventurier. Mais il remarque que Merlin ne l'écoute même pas. Le vieil homme lui dit d'y aller à fond, alors Merlin utilise sa frappe de lame, ce qui le choque et endommage tout autour d'eux.
Les aventuriers pensent que leur maître est allé trop loin, croyant que Merlin doit être mort de peur. Mais à leur grande surprise, il revient indemne. Le maître de guilde l'autorise à rejoindre la guilde, mais il est tellement effrayé qu'il en mouille son pantalon. Merlin élabore un plan pour devenir riche en tant qu'aventurier et dit à Alice qu'il lui donnera une part de 10% des récompenses de mission. Mais elle ne veut pas travailler avec lui. Merlin pense qu'il n'a pas besoin d'Alice, mais son péché, c'est qu'il se retrouve rapidement à court d'argent. Et comme il n'a nulle part où aller, il s'introduit discrètement chez elle. Elle le surprend et croit qu'il l'espionnait, mais il lui fait remarquer qu'elle n'a rien qui vaille la peine d'être espionnée. Il lui dit que vivre seul, c'est difficile. Alors il va rester avec elle et ne lui demandera que 1000 pièces d'or pour la protéger. Elle le jette dehors. Alors il commence à faire un scandale. Tout le monde se rassemble, pensant qu'Alice vient de mettre son petit ami à la porte. Elle réalise qu'il va ruiner sa réputation. Alors elle le fait entrer et il lui propose de la protéger gratuitement si elle le laisse rester. Elle essaie de le frapper, mais il esquive facilement ses attaques et entre dans sa chambre. Il s'allonge sur son lit, et quand elle essaie de le faire sortir, il lui dit que le lit est trop petit pour deux, alors il l'enroule dans la couverture jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Le lendemain matin, Alice se rend à la guilde, mais elle est épuisée d'avoir dormi par terre. Merlin arrive à son tour et lui demande pourquoi elle ne l'a pas réveillée, ce qui pousse tout le monde à murmurer qu'ils vivent ensemble. Le maître de guilde apparaît également et fait remarquer que son duel contre Merlin n'était pas équitable. Il décide donc d'un affrontement en 3 manches gagnantes. Mais au lieu de se battre, ils doivent prouver qui peut accomplir une mission de rang A. Merlin remarque que, même s'il n'a aucun intérêt à séduire Alice, il ne peut pas ignorer une mission rémunérée, puisque c'est désormais un aventurier. Il se présente à Louis pour accepter la mission, mais elle lui explique qu'il ne peut pas la prendre sans un mentor, car son niveau est encore trop bas. Alors il demande à Alice de l'accompagner, mais Arnold intervient également et lui propose de rejoindre son équipe, précisant qu'il a déjà engagé Claude. Merlin pense qu'il serait le partenaire idéal, mais Alice choisit de rejoindre l'équipe d'Arnold. Tout le monde compatit avec Merlin, pensant qu'elle l'a abandonné au profit du fils du duc. Mais Merlin aperçoit Hobbs et le piège pour former une équipe avec lui. Plus tard, Hobbs se réveille dans une carriole et se demande où ils sont. Merlin lui parle de la mission, mais Hobbs panique. Il n'est qu'un mage et Merlin n'est qu'un débutant. Merlin lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il gérera tout. Soudain, Hobbs aperçoit les chevaliers du duc des Roses. Merlin ne les reconnaît pas, alors Hobbs lui explique qu'ils ont un statut encore plus élevé que le père d'Arnold. Un chevalier nommé Karl demande leur chemin. Hobbs lui indique qu'il faut traverser la montagne à pied, car leur carriole ne pourra pas passer. Karl s'énerve, croyant qu'ils veulent faire marcher la fille du duc, Cecilia, dans la boue. Merlin se demande si elle est infirme. Karl tente de le fouetter, mais Merlin attrape le fouet et le tire de son cheval. Hobbs, affolé, lui dit de se calmer et de s'excuser pour que tout s'arrête, mais Merlin pense que c'est Karl qui devrait s'excuser. Soudain, un troupeau de rhinocéros enflammés surgit au loin. Karl donne l'ordre à ses soldats de protéger la carriole. Merlin, quant à lui, comprend que ces créatures fuient quelque chose. L'un des rhinocéros fonce droit sur Karl, mais Merlin l'attrape d'un seul doigt et le soulève comme si de rien n'était.